Bonjour Elisabeth, Bonjour. merci d'être présente aujourd'hui pour ce Avec plaisir. webinaire sur le thème du bien-être au travail. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler comment mieux comprendre les risques psychosociaux au travail et comment le Mhm. bilan de compétences peut aider à anticiper les situations de stress et d'épuisement professionnel. Tout à fait. Mhm. Alors, dans un premier temps, je vais présenter le groupe Evolutine et qui je suis. Donc, le groupe Evolutine, c'est un centre de formation et on fait essentiellement du bilan de compétences et de la VAE, mais on forme également les futurs accompagnateurs en bilan de compétences et en VAE. Moi, je suis plus particulièrement experte en gestion administrative et financière des formations depuis plus de 12 ans. Je suis également consultante et auditrice Calliope. Je suis référente handicap de mon organisme et puis consultante en bilan de compétences et en VAE. Voilà pour la courte présentation du groupe Evolutine et de moi-même. Donc, Elisabeth, eh bien, je te laisse la présentation. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, parfait. Alors, merci beaucoup, Karine, de m'avoir invitée à cette conférence et puis surtout à présenter ce que sont les risques psychosociaux et puis comment est-ce que le bilan de compétences peut aider dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux. Alors, je vais déjà enlever le fond qui s'est mis, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Alors, hop, quelques instants. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, parfait. Alors, je vais donc me présenter. Donc, je suis Elisabeth Vieira. J'ai créé donc mon cabinet de conseil et de formation et de coaching en 2006. Donc, j'interviens principalement sur toute la problématique de qualité de vie au travail. Et ma mission, plus particulièrement, c'est la prévention des risques psychosociaux en entreprise. Et puis, donc, j'interviens sur des collectifs, mais également sur des individus qui auraient des problématiques plus particulière. Je suis également sophrologue, pareil, depuis presque 10 ans maintenant, presque 10 ans, sophrologue formée par le fondateur, non, plus précisément sa fille, le créateur de la sophrologie. Alors, pour démarrer, je vous propose, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de réfléchir un petit peu à votre météo du jour. Alors, quelle est votre météo du jour? C'est-à-dire la météo dans votre cœur ou dans votre tête. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Et c'est une question, si on veut éviter les risques psychosociaux, si on veut retrouver du sens à son existence, meilleure qualité de vie au travail, eh bien, je pense que c'est une question que l'on doit se poser chaque jour, peut-être même plusieurs fois par jour. Alors, Karine, puisque je te propose de réfléchir et peut-être de partager ta météo du jour. Comment vous sentez-vous aujourd'hui à ce moment-là, à cette heure de la journée? Est-ce que c'est grand soleil? Est-ce que c'est un peu nuageux? Ou est-ce que c'est couvert? Alors moi, pour l'instant, c'est grand soleil. Ah, bah super. Puis je vois que les participants, ça a l'air d'être pareil. Bon, il y a quelques nuages, mais bon, j'espère qu'à la fin de cette présentation, eh bien, il y aura un petit peu plus de soleil. Alors justement, deuxième question que je vous propose aussi euh, pour méditer, c'est de peut-être de réfléchir à ce que vous avez déjà identifié comme signe de présence de risques psychosociaux dans votre quotidien. Karine, je vous pose la question parce qu'on pense souvent que RPS, QVT, QVCT, ça concerne les salariés, mais on s'aperçoit que ça ne concerne pas que les salariés. Sauf qu'on n'utilise pas toujours ce terme-là, mais ça concerne aussi les non-salariés. Alors, Karine, je me permets encore une fois, est-ce que vous avez une idée de ce que pourraient être les signes de la présence de risques psychosociaux dans votre quotidien?
Oui, c'est Mhm. le stress du quotidien, hein, c'est assez envahissant. C'est assez envahissant. Ça, c'est une belle expression, hein. Envahissant, c'est-à-dire, comment ça se manifeste? Quand vous dites envahissant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, parfois, on ne sait plus ce qu'on doit faire, à quel moment, on a du mal à réfléchir et à remettre ses idées en place. Ouais, eh bien, ça, c'est le signe effectivement de la présence des risques psychosociaux. Et d'un en particulier, c'est celui qu'il faut repérer en priorité et en même temps, c'est celui auquel on ne fait pas forcément attention. Donc, ça me permet de rentrer dans la deuxième étape de cette présentation. C'est la définition des risques psychosociaux. Et quand on pense risques psychosociaux, on pense à plein de choses. Là, vous voyez, je vous ai demandé les risques psychosociaux. Vous m'avez parlé d'impact, vous m'avez parlé du travail. Vous auriez pu aussi parler, vous en avez un petit peu parlé, hein, des conséquences sur le bon fonctionnement de votre entreprise, de votre activité. Eh ben, les risques psychosociaux, c'est tout ça. C'est d'abord les impacts pour la santé physique et mentale des travailleurs, toutes sortes de travailleurs. Et ces impacts, ils sont dus à des conditions d'emploi, d'organisation du travail et de relations de travail qui sont dégradées. Donc, c'est ce qu'il faut regarder pour faire le lien dans son travail et ce qu'on ressent. Eh bien, il faut regarder si les deux sont liés. Et s'ils sont liés, eh bien, on peut commencer à parler de risques psychosociaux. Mhm. Et le troisième pilier des risques psychosociaux, hein, on a la santé physique, on a les conditions d'emploi, puis bien sûr, on a ces manifestations, et on a également les impacts sur le fonctionnement de son entreprise. La présence de risques psychosociaux, elle peut être aussi identifiée par le fait que la qualité se dégrade. Alors, parmi les risques psychosociaux, je vais vous en présenter en particulier un. On va passer un petit peu de temps sur celui-ci. C'est le stress. Le stress, pourquoi? Parce que c'est la première étape vers les autres risques psychosociaux qui sont les violences internes, les violences externes. Alors, commençons par le stress. On le repère quand même, comment, pardon, on le repère parce qu'il y a trois phases, hein. La première phase, c'est la phase d'alarme, où là, on va sentir justement ce que vous décriviez, hein, cette sensation qu'on est un petit peu débordé, voire beaucoup débordé. Et donc, notre corps, il se met en mouvement pour pouvoir surmonter ce sentiment d'être débordé. C'est ce qu'on appelle la résistance aussi. Et puis, vous avez peut-être remarqué, chaque fois que on est en phase de stress, donc on doit faire face à quelque chose d'imprévu, d'inattendu, peut-être quelque chose sur lequel on n'a pas du tout de contrôle aussi, ou si on sent que notre ego est en jeu, hein, eh bien, on a tout notre cœur qui se met en mouvement, on résiste, et puis lorsque c'est terminé, on a cette sensation, pouf, de s'effondrer, hein, plus ou moins forte, mais quand même. Je donne l'exemple toujours de le bus arrive. Le prochain, c'est dans 23 minutes. Ça risque d'être particulièrement vrai demain, voire un peu plus, hein, si j'ai bien compris, avec les grèves. Donc voilà, alarme, oh, le bus arrive, résistance, je me mets à courir, je monte dans le bus, ouf, et je m'effondre sur un fauteuil. Et bien, c'est ça le stress aussi. C'est le stress qui m'a permis de courir et d'attraper le bus. Et c'est une réaction tout à fait normale, naturelle, qui est là pour nous protéger, protéger notre santé, notre vie, notre existence, hein, tout simplement, ou pour pouvoir aussi soit se défendre, soit justement se protéger, ou protéger sa propre famille. À l'origine, c'était ça. Alors, ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est le stress aigu et le stress chronique. Le stress, je viens de le dire, c'est un phénomène naturel. Le stress aigu, c'est lorsque justement, pouf, on est en phase d'alarme. Je dois courir après le bus, je ne dois surtout pas rater mon bus, parce que sinon, je vais avoir des soucis. J'ai un client qui me demande quelque chose d'un peu extraordinaire, ou qui est en train de râler, ou qui est en retard à un rendez-vous, qui va me mettre en plus en retard sur un autre rendez-vous. Bref, on rentre dans cette phase d'alarme. Le stress aigu,
là, il va mettre tout, vraiment toute notre énergie en mouvement. Et lorsque c'est courant d'être en phase de stress aigu, eh bien, on va changer le nom de notre stress pour l'appeler le stress chronique. Donc, à partir d'une situation de travail, par exemple, on peut avoir un fonctionnement, une réaction normale qui s'appelle le stress ponctuel, qui nous permet d'aller au travail, de faire ce qu'on a à faire, de nous adapter, de grandir dans notre poste de travail, de faire grandir notre entreprise, etc. Ça nous permet de vraiment d'avoir l'énergie cognitive, physique pour pouvoir ben, avancer dans la vie. Et puis, lorsque nous avons des pics de stress chronique, donc des stress aigus, donc ces moments où de l'inattendu, encore une fois, arrive, on se sent vraiment en danger, hein, c'est comme ça que notre corps résiste, et notre cerveau nous dit attention, danger, donc il faut que tu te prépares à fuir, à combattre ou à te cacher. Lorsque c'est particulièrement aigu, bah, c'est ce qu'on appelle le stress aigu, et lorsque c'est présent en permanence, eh bien, on voit que c'est le stress chronique avec tous les problèmes de santé que ça peut amener jusqu'au burn-out. Alors, comme je disais, ben, qu'est-ce qui cause ceci au travail notamment, hein. C'est le ciné en fait. C'est-à-dire le fait que on a l'impression qu'on ne contrôle pas notre environnement de travail, notre contexte de travail, notre matériel, peut-être notre laïus, hein, si on est commercial, etc. L'environnement réglementaire, par exemple pour les formateurs en ce moment. Voilà. Eh bien, ce sentiment de ne pas contrôler ou rien ou pas grand-chose, eh bien, il va nous créer du stress. Il y a aussi l'imprévu, l'imprévisibilité, donc c'est l'inattendu qui va se produire. Eh bien, ça peut être aussi facteur de stress parce qu'on n'est pas forcément préparé à de l'imprévu. On est dans une routine, on est dans une organisation particulière et puis des événements extérieurs, un accident, une maladie, euh, un client particulier, eh bien, va nous faire nous obliger à nous adapter et c'est pas toujours possible. Ensuite, il y a la nouveauté. Alors, la nouveauté, je sais que ça, c'est le mien. Ça, c'est mon facteur de stress. Alors, beaucoup moins qu'au collège, hein, bien sûr, parce que j'ai réussi à m'adapter. Mais lorsque on met un peu de temps à s'adapter à une situation, on est tous des professionnels, hein, qu'on soit salarié, employeur, indépendant, on est tous des professionnels, mais il y a toujours des moments où, voilà, il y a une petite nouveauté, et en fonction de qui on est, bah, cette nouveauté elle peut nous mettre un petit peu en difficulté. Donc, ça peut être un nouveau matériel, ça peut être un nouveau collaborateur, un nouveau client, ça peut être un nouveau groupe que j'intègre, un groupe de travail. Il peut y avoir différentes raisons en fonction de qui on est. Et enfin, l'ego. L'ego menacé. Moi, j'ai remarqué hein, que c'était un des facteurs de stress de beaucoup d'indépendants ou de managers, par exemple, hein. Mais bien sûr, c'est un peu pour tout le monde pareil, mais l'ego menacé, c'est lorsque l'on sent que quelque part, on nous remet en question. On se remet en question. Parce que on doit être parfait, on doit tout savoir, on doit tout pouvoir maîtriser, s'adapter à la nouveauté en permanence. Alors, la deuxième grande famille de facteurs, de risques psychosociaux, hein, de manifestations visibles des risques psychosociaux que je voulais présenter, c'est les violences. Vous avez deux types de violences. Vous avez ce qu'on appelle les violences internes, et ça, ce sont les violences entre collègues, quel que soit le niveau. Ça peut être vertical comme ça peut être horizontal. Et puis, vous avez les violences externes. Ce sont celles qui viennent de l'extérieur. Donc, encore une fois, ça peut être les riverains, ça peut être des manifestants dans la rue, ça peut être des clients, ça peut être des prestataires, ça peut être des sous-traitants, ça peut être toutes sortes de personnes, mais qui sont extérieures à l'entreprise, qui n'ont pas de contrat de travail avec l'entreprise. Donc ça peut être un stagiaire, ça peut être un intérimaire, etc. Et donc, toutes ces personnes, qu'elles soient internes ou externes,
eh bien, elles peuvent manifester, être auteurs à l'origine de conflits verbaux, physiques, mais également le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Donc, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, ils sont définis au Code du travail et au Code pénal, et ce sont des fonctionnements, des comportements qui sont répétés et qui ont pour objet ou pour effet eh bien, de faire du tort à la personne, soit en l'attaquant sur ce qu'elle est, soit en l'attaquant sur ses compétences, de manière injuste et injustifiée, ou soit en utilisant eh bien, des propos, des comportements à connotation sexuelle ou sexiste aussi. Alors, bah, quelles sont ces sources de violence? On en connaît quelques-unes. Là, je vous présente les, les situations de travail qu'a identifié l'INRS. Et ce sont donc les perturbateurs organisationnels internes. Donc, ça peut être, par exemple, tout simplement une démarche de qualité, de lean management. Ça peut être aussi la présence perturbante d'un conseil d'administration, de, de, de- d'actionnaires, mais ça peut être aussi un contexte réglementaire très fort, des problèmes de livraison récurrents. Et ça, on sait que ça peut amener de l'instabilité des règles, c'est-à-dire ben, que finalement, les procédures ne sont pas toujours adaptées ou ne sont pas toujours utilisables, applicables, et donc ça peut amener ben, des conflits interpersonnels, encore une fois horizontaux ou verticaux, donc des conflits entre des équipes, avec les clients, avec les fournisseurs, avec la règle, avec le, tous les organismes d'État. Ceci peut amener aussi des dérives de fonctionnement, de comportement. Alors, on va cacher les dysfonctionnements, on va mentir, on va voler, on va détruire le matériel. Et puis, ben, des fois, on peut aller aussi critiquer son entreprise, critiquer son domaine d'activité. On peut amener, on peut avoir un comportement de petit chef alors qu'on n'est pas du tout chef, ou petit chef alors qu'on est chef aussi, hein. Et c'est là qu'on va commencer à voir donc, ces comportements déviants qui vont être de l'agression physique, de l'agression sexuelle, du harcèlement moral, euh, sexuel. On va avoir des comportements inappropriés avec les clients, etc. Donc, et tout ça peut nourrir chacune de ces situations peut être à l'origine donc de ces violences physiques, sexuelles, euh, psychologiques, mais elles peuvent se nourrir aussi les unes des autres. Et puis, ben, je rajoute un petit peu, je rajoute un petit point pardon, sur le burn-out, qui ne fait pas forcément partie de ce qu'on appelle les risques psychosociaux, mais aujourd'hui, et encore en plus depuis le confinement, on ne peut pas ne pas parler du burn-out. Le burn-out qui est la conséquence d'un stress aigu et chronique surtout, et, et qui est le résultat d'un investissement sur son travail, sur ses tâches, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, hein, ça n'a pas de lien, mais c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce surinvestissement prolongé dans le temps qui peut durer des années et qui va occasionner un épuisement total physique, émotionnel et mental. C'est-à-dire qu'on n'est plus en capacité de réfléchir, on n'est plus en capacité de sortir travailler, et on n'est plus en capacité d'exprimer des émotions, en tout cas normales. Alors, les risques psychosociaux, on les reconnaît aussi à leurs conséquences. J'en parlais tout à l'heure, les trois façons de réagir face aux risques psychosociaux, et bien sûr en particulier au stress, c'est les trois F en anglais, hein. Freeze, flight or fight. C'est-à-dire en français, être tétanisé, s'enfuir ou partir au combat. Alors, ces trois réactions sont les réactions naturelles et normales que l'on a face à une situation vécue comme un danger par notre cerveau, hein, qui peut être, je parlais du bus tout à l'heure, mais ça peut être des objectifs difficiles à atteindre. Eh bien, notre corps il réagit de la même façon.
Et euh, ce à quoi il faut faire attention, eh bien, c'est ce qui est à l'intersection de ces trois façons de réagir face au stress. Et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et les signaux qui vont nous dire que justement, on est en alerte, risques psychosociaux, bah, ça va commencer par la fatigue chronique, des problèmes de sommeil, des troubles musculo-squelettiques, donc des douleurs. Notre corps, on se traîne, on a du mal à dormir, on a du mal à se réveiller, on dort très mal, on a mal partout. Voilà, premiers signaux, attention. Et puis ensuite, ça se poursuit avec les problèmes de mémoire, de concentration. Ça peut aller jusqu'à la dépression aussi, hein. On sait que les problèmes de fatigue peuvent amener la dépression, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres aussi effets sur la santé. Ce qu'on va repérer aussi, c'est la baisse de l'engagement. Oh, mon travail m'ennuie, je ne suis pas motivée, je ne trouve plus de joie à venir travailler, je me traîne. Ce qui peut avoir aussi comme impact la baisse de la qualité de notre travail. On ne fait que des erreurs. Puis, de toute façon, on s'en fiche. De toute façon, euh, euh, ça n'a pas grande importance. Et de toutes les façons, euh, moi, je me reconnais plus dans mon entreprise. Les conflits de valeurs. Donc, je n'ai rien à faire dans cette entreprise. Je ne suis pas reconnue, je ne suis pas motivée, je ne gagne pas assez ma vie. Ce client m'ennuie et en plus, il ne me paye pas en temps et en heure. Qu'est-ce que je vais faire avec ce client-là? Et puis, on peut arriver donc au problème de santé, les maladies, les accidents, les arrêts maladie à répétition, et puis le burn-out, j'en parlais tout à l'heure, hein, qui est l'extrême sur la ligne. Euh, Tout ça fait partie des signaux qui vont nous dire que peut-être ça va pas, je me sens pas bien, et il faut que ça change. Et il faut que ça change. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire reprendre son pouvoir. Pour pouvoir quitter les risques psychosociaux, indépendamment, hein, bien sûr, de l'organisation. L'entreprise elle a ses responsabilités dans la prévention des RPS. Et là, en tant qu'individu, eh bien, chacun d'entre nous doit reprendre son pouvoir, hein, sur son environnement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être en mesure de détecter tous ces signaux qu'on vient de voir. Ça veut dire aussi d'avoir le courage et la force aussi d'aller demander de l'aide. Et puis, ça veut dire de reconnaître et gérer tous les obstacles qui pourraient nous empêcher à aller de l'avant, à rebondir. Alors, ça veut dire prendre soin de soi. Prendre soin de soi de quelle manière? Alors déjà, là, je partage un petit peu tout ce que j'ai vécu, hein, moi-même. Moi, j'ai commencé par la communication non violente et les 4 accords Toltec. Alors, la communication non violente, hein, le fait de dire nos besoins, d'exprimer le ressenti dans la relation, euh, d'exprimer et de reconnaître aussi, hein, nos besoins, pas simplement les exprimer, mais aussi les reconnaître. Et ça, c'est les 4 accords Toltec, hein, que ma parole soit toujours impeccable. Quoi qu'il arrive, je n'en fais pas une affaire personnelle. Celui-ci, il est très fort en ce qui concerne la prévention des risques psychosociaux. Et le troisième, c'est je ne fais pas de suppositions. Donc, ça veut vraiment dire, c'est pour ça que je l'ai lié à la communication non violente, c'est savoir dire aussi quand ça ne va pas. Se le dire à soi et le dire aussi aux autres, à son employeur, à son client, à ses fournisseurs, à ses collaborateurs, etc. Donc, c'est prendre soin de soi aussi de cette manière-là. La communication qu'on va avoir avec soi-même et avec les autres. Bien sûr, les plus connus, c'est le sport et la méditation. Maintenant, on le sait, c'est reconnu. Il y a eu des nombreuses études qui l'ont montré. Le sport et la méditation sont extrêmement utiles pour prévenir les risques psychosociaux ou pour rebondir. Et vous avez également, j'en parlais puisque je suis sophrologue, mais il y a la sophrologie aussi. Des études aussi ont montré que, tout comme la méditation, dont elle s'est inspirée, eh bien, la sophrologie peut aider aussi, hein. Et personnellement, ben, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à reprendre le pouvoir sur ma vie. Et puis, eh ben, je vais terminer par la vie privée, hein. La vie privée, c'est quoi? Par opposition à la vie professionnelle, c'est savoir se donner du temps pour pouvoir profiter de la vie,
de sa famille, de ses amis, de temps libre, euh, lire, partir en vacances, voilà, s'accorder du temps où on ne fait rien aussi, c'est ça hein, la vie privée. Et je ne parle pas de regarder euh, la télévision, mais juste ne rien faire, marcher. Ensuite, bah, vous avez le bilan de compétences. Et le bilan de compétences, eh bien, c'est le meilleur moyen aussi de reprendre son pouvoir, puisque là, on est dans une étape où on se dit, bon ben voilà, j'ai fait le tour de la question. La réponse, la prévention ne viendra pas de mon employeur, et donc bah, c'est à moi de me prendre en main. Et qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que comment est-ce que je peux reprendre la main sur ma carrière professionnelle? Bah, le bilan de compétences euh, est est un des outils qui permettent de le faire. Alors, donc pour conclure, on a vu que les risques psychosociaux bah, étaient des problèmes de santé mentale, hein, tels que le stress, l'anxiété, la dépression ou encore le harcèlement, qui Mhm. peuvent survenir sur le lieu de travail et que ces risques peuvent avoir des conséquences graves hein, sur la santé et le bien-être des travailleurs, ainsi que sur leur productivité et leur efficacité. Alors, concernant le bilan de compétences, eh bien, c'est un outil hein, qui permet d'évaluer les compétences, les aptitudes et les motivations d'un travailleur et qui peut aider à mieux comprendre les forces et les faiblesses des employés et les valoriser et les aider à se développer. En utilisant le bilan de compétences, les employeurs peuvent aider les travailleurs à mieux gérer leur stress et leur charge de travail, à trouver des solutions pour améliorer leur bien-être au travail et à développer des compétences qui peuvent aussi les aider à mieux faire face aux défis professionnels. Donc, le bilan de compétences peut aider à répondre à des questions telles que quels sont les facteurs de stress les plus importants pour chaque employé? Quels sont les types de tâches qui peuvent causer le plus de stress et d'anxiété? Quelles sont les compétences ou les ressources qui pourraient aider chaque employé à mieux faire face à ces défis? Comment les employés peuvent-ils mieux gérer leur temps et leur charge de travail pour réduire leur stress? Et comment les employés peuvent-ils améliorer leur communication avec leurs collègues et leurs supérieurs hiérarchiques pour mieux collaborer et travailler ensemble de manière constructive? Donc, en utilisant le bilan de compétences comme outil de prévention des risques psychosociaux, les employeurs peuvent créer un environnement de travail plus sain et plus productif pour les employés. Ça peut les aider à réduire les absences pour cause de maladie, les conflits sur le lieu de travail et les coûts associés à tous ces problèmes. Donc, pour résumer, le bilan de compétences est un outil qui peut être très utile pour prévenir les risques psychosociaux au travail. En évaluant les compétences et les ressources de chaque employé, les employeurs peuvent mieux comprendre les défis que rencontrent les travailleurs et les aider à mieux gérer leur stress et leur charge de travail. Alors maintenant, on va passer aux questions. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Alors, on me demande quels sont les signes avant-coureurs de risques psychosociaux au travail? Hum. Alors, donc ce qu'il faut bien retenir, c'est il y en a plusieurs. Hein, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles. Il y a différents types. Il y a la dégradation des conditions de travail. Ces conditions de travail, elles ont été identifiées comme étant maintenant ce qu'on appelle les 6 facteurs de Golak. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, on va reconnaître la présence du stress et des autres risques psychosociaux parce qu'on a des exigences du travail qui sont beaucoup trop importantes, à tel point qu'elles nous rendent malades. Exigences qui peuvent être soit liées à l'intensité, il y a beaucoup de travail, énormément de travail, je dois rester très concentrée pendant de longues heures, la complexité,
complexité dans les relations avec les personnes, dans la façon de trouver les informations, le temps de travail aussi, hein, le temps que je passe à mon travail, que ce soit la journée de travail, le soir, est-ce que je travaille le week-end, etc. Le deuxième facteur, ce sont les exigences émotionnelles. Donc, les exigences émotionnelles, c'est dans le fait de ne vraiment pas pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Donc, de devoir cacher ses émotions ou de montrer une émotion qu'on ne ressent pas, parce que sinon, on se mettra en danger. Vous avez aussi la faible autonomie. Alors là, c'est lorsque on vous oblige à travailler avec des personnes qui ne sont pas compétentes ou qui sont moins compétentes que vous ou plus compétentes que vous. On vous oblige à respecter un cadre de travail, des procédures pour lesquelles vous ne trouvez pas de sens ou qui ne vous aident pas du tout, où vous devez rendre compte minute par minute de ce que vous devez faire. Vous devez justifier votre travail, votre temps de travail, la qualité de votre travail. Vous devez tout justifier. Voilà, ça, c'est aussi la faible autonomie. Le quatrième des facteurs de Golac, c'est les rapports sociaux dégradés. Donc, c'est les conflits, c'est la mise en concurrence les uns par rapport aux autres, c'est la difficulté à trouver de l'aide, c'est la difficulté à être un peu seul pour se concentrer sur ce travail aussi, par exemple. Ça peut être aussi d'avoir eh bien, des appels téléphoniques de clients qui ne sont jamais contents, hein, par exemple. Jamais de satisfaction, toujours content. Bah, à la longue, ça crée des facteurs de RPS. Vous avez également, j'en ai parlé tout à l'heure, les conflits de valeurs, hein, les conflits de valeurs qui sont très très forts en ce moment, qui ont augmenté. Je ne me reconnais pas dans les valeurs liées à mon poste de travail, à mon employeur, à mon emploi. Je ne trouve plus de sens. Je ne suis pas reconnue, et même à l'extérieur de l'entreprise. Et puis, eh bien, il y a l'insécurité de la situation d'emploi. Donc, le fait d'être entre deux postes, le fait d'entendre des rumeurs de réorganisation, euh, le fait de devoir changer de bureau un jour sur l'autre, parce que ben, on n'a plus de bureau d'ailleurs, c'est du flex office, hein, où on ne peut pas travailler en se concentrant parce que on est sur un grand plateau, hein, avec 50 personnes autour de nous qui parlent aussi fort. Donc, la façon de reconnaître les risques psychosociaux, c'est d'aller regarder ben, comment est-ce que mon travail se trouve dégradé, qu'est-ce qui fait que mon travail me devient insupportable et qu'il me rende malade. Bien sûr, vous avez aussi les autres signes qui sont les conséquences sur la santé. Donc tous les problèmes de sommeil dont j'ai parlé, la fatigue, etc. Mais vous avez aussi le fait de devoir toujours aller chercher des béquilles. Les béquilles parce que j'ai les émotions en vrac. Je pleure tout le temps, je ne trouve, je n'ai plus d'humour, ou alors je vais rire de manière, je vais faire preuve de sarcasme, d'ironie, ou je vais être ou plus rien, hein, justement. Et pour ça, eh ben, on va aller chercher des béquilles autour du café, de l'alcool, de la drogue, des comportements où on va se mettre en danger aussi physiquement. Donc tout ça aussi, hein, le changement de comportement, le changement de relation avec son travail, le changement dans les relations avec les autres, avec la famille, etc. Tout ça, ça peut être des signes auxquels on doit faire attention. Parfait. Ben, en fait, il y avait une autre question, c'est comment détecter les risques, mais en fait, tu y as répondu à cette question. Oui. Oui, détecter les risques, c'est identifier les signaux faibles et puis c'est vraiment de faire attention à ce qui change. Qu'est-ce qui fait que on ne se reconnaît plus ou que les autres nous disent on ne te reconnaît plus. Là, il faut faire attention à ça aussi. Alors là, on me demande comment intervenir en cas de risques psychosociaux. Ah, alors, il y a plusieurs façons. Euh, ouais, il y a plusieurs façons de réagir. Euh, Tout dépend de l'origine, tout dépend de l'effet. Si c'est du stress, eh bien, hop, on va revenir vers soi, méditation, sophrologie, on va faire du sport, on va également aller se former,
on va aller faire le point sur ses compétences, que le stress peut venir aussi du fait que nos compétences ne sont peut-être plus à jour, ou, où il y a un nouveau matériel, un nouvel outil qu'on doit utiliser, ou une nouvelle façon de parler. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses. Donc, on va aller se former, on va aller s'équiper pour pouvoir contrôler son poste de travail. Puis, on va aller aussi s'équiper pour pouvoir décharger tout le stress, hein. Donc, le sport, la méditation, quel que soit le sport, ou ne rien faire, hein, retrouver du sommeil. Ça peut nous aider. Euh, Ce qu'on peut faire aussi, notamment, bah, c'est de demander de l'aide. C'est de demander soit à nos collègues de nous soutenir, soit du soutien de la part de notre supérieur hiérarchique, ou d'aller chercher du soutien si on a un indépendant dans son réseau, hein, par exemple, hein. Donc, c'est d'aller chercher du soutien. C'est aussi savoir dire stop, savoir dire non quand il le faut, ou oui, mais, oui et, par exemple, hein, si on n'est pas en mesure de pouvoir toujours dire non. Euh, Ça peut être, donc, voilà, c'est s'écouter, aller chercher de l'aide, savoir dire non. Ça peut être aussi euh, de se faire accompagner par un coach pour prendre du recul, hein. Tous les moyens pour prendre du recul sont intéressants aussi. Et puis, bien sûr, bah, dans les cas de harcèlement, par exemple, hein, c'est aller porter plainte au commissariat, puisque le harcèlement, c'est un délit pénal, hein, donc harcèlement moral et sexuel. Ça peut être aussi d'aller au prud'homme, hein, pour faire reconnaître que l'employeur n'a pas protégé notre santé, n'a pas respecté son devoir de protection dans l'entreprise. Et bien sûr, ben, on peut aller voir un médecin. Son médecin de famille, le médecin du travail, si c'est en lien avec le travail, euh, si vous êtes salarié, et ben, d'aller voir le médecin du travail, son médecin de famille ou d'autres organisations qui peuvent nous apporter du soutien. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, on peut demander au référent harcèlement sexuel qui est obligatoire maintenant dans les entreprises, dès lors qu'il y a un CSE, on peut demander de l'aide aussi au référent. Maintenant, j'ai la question, comment évaluer les risques psychosociaux dans l'entreprise? Alors, dans l'entreprise, on va aller rechercher justement dans ce triptyque-là, on va aller rechercher euh, quelles sont quelles sont les plaintes, voilà, qui reviennent le plus souvent. À quel moment les salariés ont l'impression d'être débordés par leur travail, quelles que soient les causes. Et puis on va repérer ces manifestations et ces facteurs, donc les causes, qui reviennent le plus souvent. Et on va les intégrer dans le document unique d'évaluation des risques, par exemple, de manière à mettre derrière en place un plan d'action de prévention. Donc, on va agir sur les facteurs de risques psychosociaux. Ça, c'est en priorité. Il y aura des fois où il n'est pas forcément facile, rapide, possible de travailler sur les facteurs de RPS, sur les causes de risques psychosociaux. Donc, on va équiper le personnel. La prévention va se faire en formant le personnel, en donnant des formations, en donnant du temps, en donnant des ressources supplémentaires aux collaborateurs pour pouvoir être moins victimes de ces effets, donc des facteurs. Mhm. Ce qui est important, c'est de mettre en œuvre des outils pour pouvoir identifier les facteurs et de réagir derrière. Ça, c'est sûr. Lorsqu'il y a un signalement, c'est de réagir. C'est d'écouter les salariés pardon, qui sont en souffrance. Et puis derrière, d'apporter une réponse, de mener une enquête, d'améliorer d'éliminer les dysfonctionnements, d'améliorer les fonctionnements, de donner des ressources pour que le personnel puisse se récupérer, puisse se protéger. C'est de mettre, c'est de partager les coordonnées de services, de personnes, comme les membres du CSE aussi, par exemple, dans les entreprises, qui peuvent apporter un soutien aux collaborateurs. Merci. Alors, Mhm. autre
question, quelles sont les obligations légales de l'employeur en matière de prévention des risques psychosociaux? Alors, les risques psychosociaux, bah, c'est un risque comme un autre, comme le risque de chute de plein pied, le risque routier, le risque de chute d'objet, le risque chimique. C'est exactement le même. Donc, il doit être identifié, évalué, mesuré et faire l'objet d'actions de prévention. Donc, l'employeur, il doit anticiper sur l'apparition des risques psychosociaux. Et puis, il doit aussi mener des enquêtes lorsqu'il y a un signalement de stress ou de harcèlement ou des arrêts maladie à répétition, etc. Donc, il doit apporter une réponse, il doit réagir. Euh, voilà, je pense que j'ai tout dit. Très bien, c'est très clair. Et comment former les managers et les employés à la gestion des risques psychosociaux? Hum. Eh bien, justement, c'est ce que je propose, hein. Ce que j'ai fait là en 1 heure, eh bien, ce sont des formations d'une journée à 2 jours qui vont expliquer aux managers d'abord ce que sont les risques psychosociaux, comment reconnaître dans les situations de travail celles qui sont facteurs potentiels de RPS, comment moi je dois réagir. Moi, je propose beaucoup aussi euh, comment dire, à ces managers de reprendre leur leadership. Et le leadership, pour moi, ça commence par aussi savoir écouter et communiquer, donner des consignes claires et puis adapter son style de management à ses collaborateurs. Laisser l'espace pour qu'ils puissent parler aussi, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent dire j'ai besoin d'aide. Parce que bien souvent aussi, les collaborateurs ne disent rien et c'est comme ça que les RPS arrivent. Ils ne disent rien, ils restent en souffrance et on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas bien, souvent quand c'est trop tard. Donc, les managers, il faut qu'ils soient formés. Les managers, il faut qu'ils soient sensibilisés à leurs responsabilités aussi. Ils ont une responsabilité face à la prévention des risques psychosociaux, puisqu'ils sont le délégataire de la responsabilité de l'employeur dans l'équipe. Donc, ils doivent être sensibilisés aux facteurs, aux effets observables, aux conséquences sur la santé et aux moyens de prévenir. Donc, ça passe aussi par le document unique. Qu'est-ce qui est indiqué dans le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise? Comment est-ce qu'il se l'approprie? Mhm. C'est aussi savoir dire stop lorsqu'il y a des comportements qui sont inappropriés, des personnes qui ne respectent pas les horaires, qui en font trop, qui ne se comportent pas bien, euh, par rapport à leurs collègues, qui ont des comportements qui ne respectent pas les valeurs de l'entreprise, etc. D'accord. Merci, Elisabeth. Alors maintenant, j'ai vu qu'on avait des questions qui concernent le bilan de compétences. Comment le bilan de compétences peut aider à détecter les risques psychosociaux chez les employés? Eh bien, Hmm. le bilan de compétences, lui, il permet d'évaluer les compétences, hein, les aptitudes et les motivations d'un travailleur. Et en évaluant ces différents aspects, il est possible de détecter les signes de stress, les signes d'anxiété ou de burn-out chez un employé. Donc, ça va permettre Hmm. d'aider à prévenir les risques psychosociaux en détectant les signes avant-coureurs et en proposant des solutions avant que la situation ne s'aggrave. Oui, ce qui est important dans le bilan de compétences, justement, c'est cet échange, hein, c'est cet espace de sécurité, je pense, où on peut dire ce qui se passe, on peut dire ce qui ne nous convient pas, et c'est ça qui permet de lutter aussi contre les risques psychosociaux. Donc le bilan de compétences, il a vraiment une carte à jouer, en fait, aussi, hein, de manière détournée, puisque il arrive que dans les entreprises, on n'aime pas parler des risques psychosociaux parce que si on commence à en parler, on va en avoir plein qui vont apparaître. Bah oui, et alors? Peut-être qu'ils vont apparaître parce qu'ils étaient cachés. Donc, ce qu'il faut, c'est utiliser tous les moyens pour pouvoir identifier la poussière qui est sous tapis, hein. Donc, euh, donc oui, le bilan de compétences, à un moment donné, il faut que la question du bien-être au travail, la question des conditions de travail, plus que du bien-être, des conditions de travail, elle peut ressortir. Et, on doit pouvoir compter aussi sur la personne qui mène le bilan de compétences pour pouvoir aussi alerter
ou en tout cas faire alerter l'employeur si c'est nécessaire, s'il y a urgence. Donc là, eh bien, j'ai une question hein, qui justement, tu en as un peu parlé. Comment les employeurs peuvent-ils encourager les employés à participer à un bilan de compétences? Hum. Euh, eh bien, je pense qu'il faut montrer que le bilan de compétences, ce n'est pas une défiance, ce n'est pas le signe de défiance, c'est qu'on a confiance, c'est qu'on a confiance dans la capacité de l'employé à grandir avec l'entreprise, avec les besoins de l'entreprise, à s'adapter, à faire le point aussi hein, sur ses compétences, parce que des fois, on a besoin de ce temps de recul. Et le bilan de compétences, c'est intéressant quand même. C'est à la fois, c'est suffisamment court, mais suffisamment long aussi pour que on puisse avoir ce temps de recul. Et donc, je pense que ça devrait être proposé à tous les collaborateurs où on sent que bah, peut-être aussi on les sent un peu démotivés, découragés, ou peut-être que leur poste a tellement évolué que bah, il faut les accompagner dans l'évolution, hein, si on veut les garder. C'est un bon moyen aussi de garder justement les talents qu'on a identifiés, les talents qui sont là depuis longtemps. C'est pas, ça peut être vu comme une récompense aussi, mais c'est surtout aussi un bon moyen d'exprimer sa confiance, d'exprimer oui, sa confiance à un collaborateur qui est là et qui fait du bon travail aussi. Mm. C'est faire un pari aussi hein, sur l'équipe. C'est faire un pari sur les employés, sur le fait que ben, on va pouvoir rester avec eux, ils vont rester avec nous pour un long moment. Mhm. Je crois que tu as tout dit là, hein. C'était très très. Alors moi là c'est moi. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai souvent eu le cas de personnes qui ont peur de demander à leur employeur un bilan de compétences. euh, Mhm, Ils se disent que bah, mon employeur va croire que je fais ça parce que je veux partir de l'entreprise. mhm, Forcément, mhm. forcément. Mais ça peut être vrai, comme ça peut ne pas l'être, hein. Comme c'est pour ça qu'il est important d'avoir des temps d'échange entre un manager et son collaborateur. Non seulement évidemment pour éviter les risques psychosociaux, mais encore une fois, les personnes qui vont faire un bilan de compétences, ce sont peut-être aussi des talents qu'on n'a pas su bien identifier aussi. Euh, donc, pourquoi attendre la dernière minute? Le bilan de compétences, c'est pas, ça peut être aussi un appel à l'aide, hein. Faites attention à moi, je suis là, regardez-moi. Donc, faut pas forcément interpréter le bilan de compétences comme attention, je vais partir. Ça arrive, hein. Ça arrive que des personnes disent, bon, ben là, j'ai fait le tour de la question, j'ai même fait le tour non seulement de l'entreprise, mais de ce métier, je vais faire autre chose. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'aujourd'hui, c'est un droit. C'est les salariés, tout comme les employeurs, ont le droit de poursuivre ou pas la relation, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de développer les compétences des individus d'abord. Eh bien, si une personne doit s'épanouir ailleurs, ben, vaut mieux qu'elle parte euh, en restant épanouie, plutôt que dans le conflit, ce qui n'est jamais bon pour qui que ce soit. Donc, il n'y a pas de raison de se poser des questions. Si, il faut anticiper, en fait. Si une personne demande un bilan de compétences, ben, faut lui poser la question. Et puis, si on a des talents, n'attendons pas qu'ils demandent. Il y a des personnes qui ne savent pas demander. Donc, c'est important aussi d'utiliser tous les outils qui existent en entreprise, comme par exemple les entretiens annuels, et puis mettre en place des entretiens voilà, informels qui permettent voilà, de peut-être aussi mettre sur la table le bilan de compétences en tant qu'outil de développement dans l'entreprise. Anticiper. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Évidemment, bah, écoute, merci Elisabeth pour ce webinaire. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te contacter?
aussi des Alors, intéressations de tes services pour des formations sur les risques psychosociaux. eh bien, je suis sur LinkedIn. Donc, on peut me retrouver sur LinkedIn, hein. Le nom de mon entreprise, donc je le rappelle, c'est Eviseo Conseil et Elisabeth Vira. On peut me contacter également par mail, hein, contact@eviseoconseil.fr. Euh, euh, je pense que c'est tout. Les réseaux sociaux, le mail. Bon, je ne vais pas donner mon numéro de téléphone parce que je suis jamais disponible. Mais en tout cas, on peut m'envoyer un mail, même par le biais de mon site internet aussi, hein, eviseoconseil.fr, EVIZEO, conseil tout attaché et conseil au singulier.fr. Il y a une page contact et je suis joignable aussi. Voilà. Très bien, bah, écoute, merci Elisabeth pour ce webinaire. Plaisir. Merci à tous les participants d'avoir été présents et à bientôt. À bientôt. Au revoir, Karine. Au revoir à tous Au revoir. et merci.